Qui va vous convaincre? C'est votre rendez-vous jusqu'à 21h. Nous sommes avec 4 personnalités, 4 points de vue, 90 secondes chrono pour convaincre et ensuite le débat. Ce soir, l'ancien porte-parole des Républicains, devenu essayiste, Lydia Guirous. Sécurité, c'est le vrai défi d'Emmanuel Macron. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef du magazine Regard. Covid-19, vu les milliardaires, ce qu'ils ont engrangé durant une année, c'est bien eux qui peuvent payer la facture Covid. Fatima Benomar, militante féministe. Le procès de Nordal Lelandais, c'est une fois de plus un homme que l'on savait violent et c'est la faillite du suivi judiciaire. Et puis Alain Duhamel, éditorialiste politique de BFM TV. Oui, il faut commémorer Napoléon. On va commencer avec Lydia Guirous, quartier Stalingrad à Paris. Les vendeurs de crack, les consommateurs. Ils se retrouvent tous les soirs, ils pourrissent la vie des habitants. L'insécurité au quotidien pour Frédéric Francel, membre du collectif des riverains Paris 19e. Ils se battent, ils se hurlent dessus, je sais pas comment dire, ils crient, ils font tout et n'importe quoi, ils jettent des déchets, ils fouillent les poubelles dans tous les sens. C'est très désagréable. Ouais. C'est à la limite du supportable parce qu'on se dit, nous en fait, on essaye de ranger nos poubelles, de tenir le quartier à peu près propre, on essaye de faire 2-3 choses. Je sais qu'ils se battent, ça c'est sûr par contre. Après, pour quelle raison, c'est compliqué à dire. Mais c'est pas vivable au quotidien. Ah non, c'est pas vivable, non. Sécurité, c'est le vrai défi d'Emmanuel Macron. Lydia Guirous, 90 secondes chrono, c'est parti, c'est à vous. Alors, chaque semaine, on a un lot de violence dans l'actualité contre les personnes, contre les forces de l'ordre, les pompiers, les policiers, des scènes de guérilla urbaine, même au cœur de Paris, avec des tirs de mortier. On l'a vu à Stalingrad. Les Français veulent plus de sécurité. De nombreuses études le démontrent. Ils le mettent au premier plan de leurs préoccupations pour 2022. Et selon l'IFOP, 88% assurent que leur vote sera aussi déterminé par des questions liées à la sécurité. Ce défi de la sécurité pour tous, c'est celui aussi de l'ensemble de la classe politique. Les uns doivent sortir du déni et du relativisme, les autres doivent sortir de l'opposition systématique ou des postures qui ne donnent sur rien de concret. Donc les Français vont voter sans doute pour celui qui leur fera des propositions concrètes, courageuses, qui démontrera une véritable volonté politique pour apporter plus de sécurité face de sécurité physique, plus de sécurité culturelle face aux défis de l'islamisme, du communautarisme et plus évidemment de sécurité économique puisque la crise de la Covid va générer beaucoup de pertes d'emplois et de craintes. Donc la sécurité sera au cœur de 2020 et je pense que Emmanuel Macron d'une certaine façon est déjà en campagne sur ce thème parce que c'est encore la sécurité qui est son talon d'Achille. Eh ben on y va, c'est parti pour le débat. Pierre Jacquemin. On est parti de ce qui se joue et de ce qui se passe effectivement dans ce quartier du 19e arrondissement de Paris à la question des violences, à la question du trafic de drogue et vous êtes arrivé très vite à la question de l'islamisme. J'entends bien que vous faites un grand argumentaire sur la question de la sécurité d'une manière générale qui effectivement va être un débat important dans le cadre de l'élection présidentielle. Moi je trouve que sur ces sujets-là et notamment à Paris souvent il y a un jeu politique que je trouve très hypocrite et presque malsain parfois et voire dangereux. J'entends la droite toujours taper sur la mairie de Paris comme si la mairie de Paris était responsable à peu près de tout et n'importe quoi. Il se trouve que il y a une vingtaine d'années, ce quartier est effectivement un haut lieu justement du trafic de drogue. Et à l'époque, Bertrand Delanoë, qui venait de prendre la mairie de Paris, a lui pris les choses à bras le corps. Il a pris les choses à bras le corps. Ça veut dire qu'il a mis de la culture, il a mis des cafés, il a diversifié le quartier. Et je dis pas que les choses ont disparu parce que ça existe encore aujourd'hui, mais le fait est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte politique, social, économique qui fait que sans doute il y a une recrudescence de tout ça. Mais je crois que avant tout, il y a d'abord la question des moyens que l'État se donne pour pouvoir démanteler ces réseaux et ces trafics de drogue, parce qu'on sait tous maintenant qu'effectivement ce quartier-là en particulier est devenu un haut lieu de la négociation. Donc c'est bien un défi pour Emmanuel Macron. C'est un défi pour Emmanuel Macron, c'est un défi mais pour l'ensemble de la société d'une manière générale. Et c'est pas qu'un défi, c'est pas qu'un défi de la sécurité au sens où on entend il faut des policiers. Évidemment, il faut des policiers qui aillent démanteler ces trafics de drogue, mais il faut aussi voir que derrière il y a une détresse de gens qui sont drogués, qui consomment de la drogue, qui trafiquent cette drogue-là, mais il faut aussi qu'il y ait une assistance et un accompagnement. Et c'est aussi pour ça que je finis juste là-dessus, puis après je vous laisse
laisse évidemment exclusivement de rebondir, mais il y a Stalingrad. la question de ce qui a été mis en place qui marche plutôt pas mal, qui sont les salles de shoot à Paris, qui permettent aussi d'accompagner sur un plan sanitaire les personnes qui sont en bas des établissements, en bas des immeubles, pour pouvoir trafiquer correctement et pour pouvoir souvent prendre de la drogue, effectivement. Alors, Lydia Guiroux, tout d'abord, Alain moi, Duhamel je et n'ai Thomas pas parlé exclusivement de Stalingrad. Le sujet était celui qui voulait illustrer mon prise de position, exposé. La sécurité va être l'enjeu. Et vous avez indiqué que je viens immédiatement sur l'islamisme. Mais pardon, la question de la sécurité culturelle est aussi un des enjeux qui sera là en 2022. Et l'islamisme pose aussi des questions de sécurité. Donc je crois qu'il faut effectivement des moyens. Sur les salles de shoot, à mon avis, il y a beaucoup à redire sur la question des salles de shoot et de leur efficacité. Et il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas rester dans le camp de ceux que j'ai décrits qui sont dans le relativisme ou dans le déni, parce que les premiers à souffrir de cette insécurité, ce sont les plus modestes, ce sont ceux qui vivent dans ces quartiers-là, et il est temps de faire le Alain ménage. Duhamel. Bon, moi je ne nie évidemment pas du tout que la sécurité soit un des problèmes essentiels en ce moment et un de ceux qui perturbent le plus les Français et qui d'ailleurs leur gâche la vie. C'est une réalité, on le sait, tout le démontre, les sondages, les études. Bon, les Français sont totalement perturbés par ce qui se produit et par la façon de le vivre, ça c'est incontestable. Par ailleurs, je ne crois pas du tout qu'en 12 mois avant les élections présidentielles, on ait réglé les questions de sécurité en France. Je pense que si on y arrive dans 20 ans, ça sera déjà bien. Et quand je dis si on y arrive dans 20 ans, je suis plutôt sceptique parce que les problèmes d'insécurité sous toutes les formes, que ce soit de la sécurité économique, que ce soit de la sécurité sociale, que ce soit de la sécurité sanitaire, que ce soit de la sécurité physique, que ce soit de l'insécurité nationale, dans tous les pays. Dans tous les pays comparables, il y a exactement les mêmes phénomènes. Et moi, ce que je redoute le plus, c'est que dans la période qui va commencer, enfin qui commencera surtout en septembre, mais qui nous mènera jusqu'aux élections présidentielles puis législatives, ce que je crains, c'est que le débat ne soit complètement surmonté, asphyxié, troublé, décalé par la peur. La peur dans tous les domaines. La peur de la sécurité physique, celle qu'on a. Moi, j'ai vu il n'y a pas très longtemps une scène dans le métro, enfin sur les quais du métro, où il y avait des gens qui fumaient du crack et qui voulaient de l'argent, et des petits vieux de mon âge, totalement terrorisés. Ils avaient tellement peur qu'ils se rapprochaient des rails pour entrer plus vite dans le métro au moment où il allait arriver, pour se sauver. Ouais. Bon, je veux dire... Là, il faut de la présence policière dans le métro. Là. Oui, mais il ne va pas y avoir non plus 67 millions de policiers en France. Mais on connaît les endroits mais où ça craint pour prendre une bien expression bien entendu. Mais ce que je veux dire, au-delà de l'épisode, ce que je veux dire, c'est que dans tous les domaines, en ce moment, on est dans une période de grande anxiété et que si l'année qui commence empile des peurs et des anxiétés, si la campagne présidentielle, c'est la grande peur, franchement, ça n'ouvre pas de bonnes perspectives. Fatima Benomar. Alors là, le problème, c'est qu'avec cet angle sécuritaire général, on a mêlé des situations tellement diverses qu'elles ne peuvent absolument pas soulever les mêmes enjeux. Là, ce qui se passe à Stalingrad, c'est quand même des riverains qui auraient tiré au mortier sur ces personnes. Là aussi, on mêle à la fois les dealers et les consommateurs. On parle quand même d'une population parmi les plus misérables des plus misérables. Et quand je parle de misérables, c'est au sens Victor Hugo du terme. Moi, j'ai habité effectivement 1 an à Gare du Nord et pas très loin de la salle de shoot. La problématique, c'est qu'il n'y a pas assez de salles de shoot. Et que du coup, toutes les personnes qui doivent consommer du crack viennent s'agglomérer là et qu'il y a un système B Alors, juste pour concentrer le débat, on n'est pas que sur Stalingrad, on est sur la justement, sécurité vous avez fait le choix de soulever des problématiques. Ce que disent les associations, ce que disent les associations locales, c'est que les riverains, effectivement, ils n'ont pas à prendre en charge une question qui doit être prise en charge déjà bénévolement par les bénévoles qui font les maraudes, qui essayent d'organiser ou en tout cas de faire en sorte qu'il y ait une prise en charge et d'un point de vue là aussi je reviens à ma marotte, mais de suivi évidemment psychiatrique, de suivi de sociaux en essayant de leur trouver des logements, mais à chaque fois ce sont des solutions d'hébergement temporaire. Et oui, vous allez dans n'importe quelle métropole, à la sortie des gares, il y a très souvent le spectacle de la misère avec des personnes qui s'agglomèrent et qui sont les personnes les plus vulnérables qu'il ne faut absolument pas traiter au mortier. Mais bon, on a eu une situation de riverains qui étaient exaspérés, qui en sont venus à un acte qui est quand même répréhensible. Je suis désolée, ça aurait pu tourner à la tentative de meurtre. Si les riverains réagissent de cette manière, c'est parce qu'il y a une faillite
de l'État policier, de la réponse C'est ce que judiciaire. j'ai dit, ils n'ont pas à prendre en charge cette situation. Maintenant, il faut la résoudre très vite pour qu'il n'y ait pas un malheur sur les épaules de personnes sur lesquelles pèsent quand même déjà beaucoup de moi, j'ai malheur. une question pour Lydia Guérou. Lydia Guérou, j'aimerais bien savoir si vous dénoncez quand même, si vous dénoncez l'autodéfense de ces J'allais y venir. On est dans un état de droit, c'est la police qui doit gérer ce type de situation. Et moi, je suis quand même vraiment très effrayée pour la suite. Je me dis, si les Français et les habitants de ce quartier en arrivent à essayer de faire justice quelque part soi-même, c'est absolument dramatique et c'est une vraie faillite et c'est véritablement dangereux pour notre pays. Les consommateurs, évidemment, il faut les soigner, mais les dealers, il faut les punir et très sévèrement les punir et automatiquement vous mêliez les deux. Mais en fait, il y a une chose que vous n'avez pas compris, je pense, c'est qu'il est indiqué sécurité, le vrai défi de Macron. Il n'est pas indiqué Stalingrad, le débat entre les consommateurs, les dealers et la justice que l'on se rend à soi-même et que je condamne. On est sur sécurité, le vrai défi de Macron pour 2022 et j'ai indiqué que c'était son talon d'Achille puisque pour l'instant, il n'apparaît pas comme un homme qui est très fort sur les questions de sécurité. Donc il manque de poigne, quoi, en fait, c'est ça. Il essaye peut-être de ça veut dire quoi? Il rétablir n'incarne pas l'autorité. C'est-à-dire Emmanuel Macron n'incarne pas l'autorité. À ce jour, je pense que son image n'est pas sur ces questions-là très installée et il essaye de rétablir la situation parce que c'est son talon d'Achille, comme je l'ai indiqué encore une fois, et qu'il va falloir qu'il y travaille très rapidement puisque 2022, c'est demain. Alain Duhamel. Alors, il est de fait que dans les sondages, on voit que c'est son point faible dans l'esprit des gens. C'est un des rares sujets sur lesquels, par exemple, il y a plus de Français pour faire confiance en matière de sécurité à Marine Le Pen qu'à Emmanuel Macron. Donc, incontestablement, il y a une vulnérabilité, un problème. Est-ce qu'elle est fondée? Est-ce que c'est lié à sa politique? Il ne mène pas une politique laxiste. Ça n'est pas vrai. Elle n'est pas laxiste. Il ne mène pas une politique adaptée à la situation. C'est-à-dire, il n'y a qu'à entendre les associations. Très franchement, ce sont des gens formidables. Vous connaissez beaucoup de personnes qui prennent de leur temps bénévole pour aller plonger dans un univers aussi glauque que celui de ces personnes. J'ai envie d'entendre les policiers. Donc, il va falloir tout simplement entendre. Elles expriment, ces associations comme Gaïa, etc., des revendications sur la prise en charge de cette personne. Elles le font elles-mêmes de manière complètement au système D. Et tout ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas que l'aspect sécuritaire qui manque et qui provoque. Et par ailleurs, pour reprendre le titre, effectivement, si on reprend le titre sécurité, le vrai défi de Macron, je pense que vous interrogez effectivement les Français. Les sondages disent qu'effectivement la préoccupation sur la sécurité est une des préoccupations. Mais aujourd'hui, les Français, leur principale préoccupation, et c'est là où Emmanuel Macron est attendu, c'est sur la question de la pauvreté, c'est sur la question de la précarité, la question de la crise sanitaire, évidemment. C'est la question sociale d'une manière générale. C'est la question que tout le monde se pose tous les jours. Est-ce que demain j'aurai un emploi? Est-ce que demain je vais pouvoir me loger? Est-ce que je vais pouvoir me nourrir? Est-ce que je vais pouvoir éduquer mes enfants? Très rapidement, la sécurité arrive très rapidement et en un an ça a pris 26 points parce qu'on a eu quand même un été dernier qui était extrêmement chaud avec l'agression de ce chauffeur de bus et d'autres. C'est vrai, mais pour conclure, il faut avoir aussi à l'esprit que il y a un effet d'exposition, qu'il y a des périodes pendant lesquelles il y a des faits divers spectaculaires, répréhensibles, mais spectaculaires, qui occupent l'actualité, même de façon obsessionnelle. On a très bien connu ça pendant la campagne présidentielle de 2002, au bénéfice final d'ailleurs de Jacques Chirac. On est dans une phase comme ça, là. Est-ce qu'elle va durer? Ça dépendra des faits divers. Est-ce qu'elle ne reflète pas une certaine c'est pas agréable de mettre la démocratie sous l'emprise de faits divers, mais c'est comme ça. On conclut et on va voir ce que vous avez pensé du point de vue de Lydia Guérou. Sécurité, le talon d'Achille d'Emmanuel Macron, le vrai défi de Macron, Pierre Jacquemin? Non, le vrai défi d'Emmanuel Macron, il est social, il est écologique, il est démocratique et il est là avant tout le premier défi d'Emmanuel Macron. Fatima Benomar? Non, et en même temps, ce que je voudrais dire, c'est par la question sociale qu'on règle la question de la sécurité. S'il y avait une prise en charge sérieuse de ce qui se passe à Stalingrad, il y aurait un environnement plus sécurisé à Stalingrad. Monsieur Alain Duhamel? S'il s'agit de dire... La formulation, c'est sécurité, le vrai défi de Macron. S'il s'agit de dire que c'est la vraie vulnérabilité de Macron, je suis d'accord. Voilà pour notre première discussion. On va se tourner maintenant, et c'est un verre donc pour Alain Duhamel. Voilà, il est arrivé. On va se tourner maintenant vers Pierre Jacquemin, rédacteur en chef du magazine Regard. Après les États-Unis, c'est en France qu'on recense le plus de multimilliardaires dans le top 30 des plus grandes fortunes mondiales. Le paradoxe, c'est que c'est arrivé... cette envolée des milliardaires français après un an de crise Covid. Et ça estomaque François Ruffin, le député France Insoumise. Il le disait aujourd'hui sur la radio RMC.
plus 55% pour les milliardaires français en un an. Je ne sais pas si vous imaginez, leur fortune a augmenté là de plus de 150 milliards d'euros en une seule année, en 12 mois de crise sanitaire, pendant lequel on enregistre 1 million de pauvres en plus, et on a ces 155 milliards d'euros qui partent de l'autre côté. Proportionnellement aux pauvres, vous savez, les pauvres payent plus d'impôts en proportion de leurs revenus parce qu'ils payent la TVA, qui est un impôt. Et donc, comme ils dépensent, ils payent plus de revenus en proportion que n'en payent les milliardaires. François Ruffin sur RMC Story dans l'émission Les Grandes Gueules, tous les jours entre 9h et midi. C'est dit et c'est glissé. Pierre Jacquemin, 90 secondes que l'on vous donne, top chrono. Il faut réagir. Les riches doivent payer la facture Covid. C'est parti. Et il a sans doute été beaucoup plus... il a fait un argumentaire qui sera beaucoup plus convaincant que le mien en quelques secondes, mais quand même, effectivement, il a posé les bases de ce débat. Il y a 42 milliardaires aujourd'hui qui existent en France, 42 milliardaires qui pèsent à peu près 614 milliards d'euros. Donc ça nous dit pas grand-chose, mais le budget de la France, c'est 2000 milliards d'euros. Donc on voit déjà que ça pèse, en tout cas le patrimoine pèse pour un tiers de ce que le budget de l'État représente. C'est donc énorme. Et dans le même temps, François Ruffin l'a rappelé, il y a eu 1 million de personnes en France qui sont tombées et qui ont sombré dans la pauvreté, plus toutes celles qui risquent encore plus de sombrer dans la pauvreté après le Covid et avec la réforme notamment de l'assurance chômage. Donc effectivement, ça appelle, en tout cas, ça devrait réveiller une espèce de solidarité nationale et que l'ISF qu'Emmanuel Macron a abandonné a permis, a contribué à faire en sorte que les milliardaires soient toujours plus riches. Et effectivement, le chiffre de François Ruffin est assez édifiant. 55% en un an, le patrimoine des Français les plus riches a augmenté de 55%, c'est 130 milliards d'euros. Donc ça paraît beaucoup, d'autant plus que le Covid a été une période où la France, l'État français, a aidé à accompagner ces grandes entreprises. Elle les a accompagnées avec les aides de chômage partiel, le report des charges, les prêts garantis par l'État, les 20 millions d'euros, 20 milliards d'impôts de production qui ont été supprimés. Donc tout ça devrait nous faire prendre conscience qu'il y a un devoir, un besoin en tout cas de redistribution. Bruno Le Maire avait dit que si les entreprises avaient bénéficié de la trésorerie de l'État, elles ne pouvaient pas verser de dividendes. Or aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est que les entreprises bénéficiaires des aides de l'État, 7 milliards pour Total, 4 milliards pour Sanofi, Danone 1,4 milliard à reverser des dividendes à ses salariés, alors même que ces entreprises supprimer des emplois dans ces mêmes entreprises. Donc oui, il faut sans doute davantage taxer ces entreprises, mais aussi il faut aussi encadrer les salaires des grands patrons. Monsieur Alain Duhamel. Alors je vais peut-être vous choquer, le fait qu'il y ait de nombreux inattendus dans la proportion milliardaires français, en soi, je ne crois pas que ce soit un handicap pour la France. En revanche, je pense qu'il faut faire attention, quand on parle des milliardaires en question, de savoir, quand on parle de ce qui est un patrimoine privé, ce que représente une entreprise. Je pense que la France ait des entreprises fortes, c'est une bénédiction, et que si elle en avait plus, ça serait encore mieux. Alors maintenant, s'il s'agit de dire que effectivement, il y a d'ailleurs, c'est un risque pour tout le monde, il y a une bulle spéculative qui a existé depuis le début du Covid et qui n'est pas sur les marchés. Oui, qui n'est pas contrôlée et qui peut ou non, il faut espérer non, mais qui peut exploser. Et donc, qui ait besoin de régulation qui soit adaptée à la situation actuelle, qui ait besoin... Comment on régule avec l'impôt ? Eh ben, on régule. Bon, parce que c'est ce que dit Pierre Jacquemin. Là, il y a une crise. Il va falloir payer une note. J'ai très bien compris. Il était d'ailleurs parfaitement clair. On peut réguler par différents moyens, mais évidemment par l'impôt. L'impôt, c'est une arme. Il faut l'utiliser de façon intelligente, mais c'est une arme. Mais moi, ce que j'aimerais dans la situation actuelle, où on a vu au fond deux pouvoirs rivaliser. Le pouvoir des États, de tous les États, alors avec riches ou pauvres et efficaces ou pas, mais essayer de mobiliser leurs moyens pour protéger la population, et au même moment, les grandes fortunes s'envoler littéralement dans le monde entier, et en particulier en France. Et ça pose un problème, notamment pour déjà... toutes les entreprises internationales qui ne paient pas les impôts qu'elles devraient absolument payer. Je veux juste ajouter en quelques mots... Les États n'ont qu'à se mettre d'accord entre eux. Tant qu'ils accepteront l'Irlande ou le Luxembourg avec le taux d'imposition. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'évidemment, il y a la question de l'impôt, mais on voit aussi que ces entreprises ont profité de cette période pour aussi faire de l'évasion fiscale et donc de l'exil fiscal. Pas plus que d'habitude, il y a une spéculation lamentable. Il y a eu cette spéculation et il y a eu, je l'ai redit tout à l'heure, les suppressions d'emplois. Mais surtout, le problème, c'est que l'État français donne
des aides les à ces suppressions entreprises. d'emplois, pas tellement, pendant cette Beaucoup phase. quand même. Attendez, pardon, je les ai Non. notés quand même 1500 emplois chez Total, chez Sanofi, en pleine crise sanitaire, Oui, 1000 non, emplois. non, Alors mais que ces attendez, entreprises, alors que ces entreprises bénéficient des aides de l'État. Donc quand il n'y a pas de contrepartie demandée par le pouvoir, qui est le pouvoir d'État, des contreparties financières, des contreparties en termes d'emploi, des contreparties en termes écologiques aussi, Absolument. c'est un Mais- problème. mais Donc ces entreprises doivent répartir l'argent et surtout rembourser l'argent qu'elles auront obtenu par les aides de l'État. Là, vous sautez d'un sujet à un autre. Total et les autres, etc. Si effectivement ils se sont mis, ils n'ont pas respecté la réglementation qu'on leur avait donnée, Oui, mais- eh ben oui, ils doivent payer. permettez que je Bien entendu. revenir Mais vous passez des milliardaires à Total ou d'autres. Total, c'est pas un milliardaire. Total, c'est. Derrière Total, il y a sans doute plusieurs milliardaires. Oui, non, mais faut pas tout confondre. avez C'est raison. pas la même chose. Mais par exemple, puisqu'on parle des milliardaires, la question qui est posée, c'est est-ce qu'on fait payer plus d'impôts à M. Bernard Arnault, à M. François Pinault, à Mme Bettencourt, qui ont vu leur fortune. Attention, c'est pas forcément leur fortune personnelle qu'ils ont dans leur portefeuille. C'est leur fortune patrimoniale. Est-ce qu'on met sur leur société ou les sociétés Vous qu'ils avez raison, dirigent c'est les deux. ou les plus-values un impôt supplémentaire, comme font les Américains d'ailleurs. Joe Biden va taxer les plus-values à 39,6 pour les plus riches. Il va augmenter les impôts. C'est vrai que ça. Alors, est-ce qu'on doit faire la même chose en France? France? Absolument. La première chose que je voudrais dire, c'est que souvent, historiquement, les ultra-riches, en fait, ils légitiment en fait, leur utilité, leur légitimité, en disant qu'il y aurait justement une utilité à cette ultra-richesse. Et c'est pour ça qu'ils ont souvent cette attitude de donateurs, de grands mécènes. Donc, il ne faudrait pas non plus que cette histoire de leur faire payer la crise fasse penser qu'en fait, on a besoin des ultra-riches pour les ponctionner quand on en a besoin. Juste, il faut à un moment se ressouvenir quand même de quoi on parle, parce que c'est vrai que le commun des mortels n'arrive pas à vraiment imaginer l'ampleur de ces richesses. Je me souviens qu'en 2012, on avait fait un visuel pour essayer de faire visualiser aux gens ce que c'était que la richesse personnelle de Madame Bettencourt. Et en fait, si un SMIC faisait 1 mètre, et ben la richesse de Madame Bettencourt était à mi-chemin entre la Terre et la Lune. Ça donne quand même une petite idée. Elle a créé combien C'est aussi, d'emplois? on parle juste par rapport à leur pratique. Vous savez, pour les personnes qui nous écoutent à Paris et même hors de Paris, saviez-vous qu'à Paris, dans le 16e arrondissement, ils ont privatisé un quartier qu'ils appellent la Villa Montmorency, où ils vivent entre ultra-riches, en ayant privatisé quand même un espace public de la République. Les pratiques d'évasion fiscale, on en a parlé. À un moment, on avait fait une action devant le PSG qui payait ses joueurs plusieurs millions d'euros parce qu'à ce moment-là, le club était en train d'embaucher des stagiaires 436 €. Donc tout ça, ça mène des pratiques qui sont toxiques et ce n'est pas vrai que quand on est ultra-riche, on traite mieux ses salariés. Tout ceci est vraiment Et en tout cas, par rapport aux solutions, il y en a plein qui en avaient proposé. Le Front de Gauche, en 2012, on avait proposé un salaire maximum, c'est-à-dire que le patron ne peut pas se payer 20 fois plus que le plus bas salaire, et du coup, s'il veut s'augmenter, il est obligé d'augmenter tout le monde. Il y a eu les Verts qui avaient proposé le revenu maximal, pas plus de 30 fois plus le revenu médian, et qui est à 1 800 €. Et juste, dès qu'on projette ce dont on parle dans l'abstraction, on voit bien qu'il y a un problème. Si on était en train de faire quelque chose comme un compte pour enfants, vous savez, dans cet village imaginaire, il y a des ultra-riches qui accaparent toutes les richesses et les donnent pas. Il n'y a pas de redistribution des richesses. Tout le monde apprendrait aux enfants. Milliardaires, sans entreprises vous ne voulez pas de riches et de milliardaires? Encore heureux, ça ne sert à rien. Et d'accord. si je puis me permettre, Entre les choses sont claires. Attendez, Fatima Benoît finisse son propos, Les s'il choses vous sont plaît. claires. 20 fois le plus bas salaire, Ça va, c'est quoi. quand même beaucoup. Tu Entre peux te 1 et payer 20, beaucoup ça de va, il y a quand choses. même de la Non, mais c'est intéressant dans une. Et juste, vous ne voulez je pas suis de en train riches et si de on était milliardaires. dans un compte pour enfants, tout le monde dirait que la valeur, c'est qu'effectivement, c'est complètement fou, qu'il y ait une poignée de personnes qui restez accaparent dans les votre immenses monde pour richesses enfants. du village. D'accord, Lydia Guirousse, tu n'avais pas Et encore juste parlé. une préconisation de lecture, Ce qui est un livre qui formidable. est indémodable, Non, Comment les ça riches s'arrête détruisent la jamais. planète, d'Hervé Kampf. Très bien, très bien. C'est formidable ces discours parce que quand on entend ça, on se dit en fait, ces gens n'aiment pas les riches. Ce qu'ils aiment, c'est que tout le monde soit pauvre. En fait, vous aimez que tout le monde il y a soit quelque chose en bas. Attendez, Les Lydia deux, Guirousse, je il faut pas Moi, je caricaturer souhaite quand même, une parce que c'est France. pas ce qui Je a été souhaite dit. une France où il y ait plus de riches, plus de milliardaires et plus de millionnaires. fameux Ça voudra rêve dire du que la milliardaire. France se porte mieux. Ça voudra dire que l'on aura de l'emploi. Avec vos discours, ce que vous faites, c'est que vous faites fuir les gens. Vous faites fuir les gens qui investissent dans le pays, En quoi qui investissent dans le Lydia pays, Guirousse finisse, s'il vous plaît. qui peuvent créer de l'emploi. Vous ne donnez pas envie en fait aux entreprises étrangères de venir s'installer en France parce qu'on se dit qu'est-ce que c'est que ce bastion
génération de communistes qui n'ont que la taxation et des discours caricaturaux pour à la bouche. C'est absolument c'est quoi la démonstration quand il y a des États riches, une société se porte mieux? Et où la démonstration? Ils ne créent pas d'emploi, ils en suppriment beaucoup quand même. Ils en suppriment beaucoup. Ceux qui ont profité de la crise, avec vos discours, il n'y aurait pas d'emploi. Ah oui, c'est vrai. On aurait vous êtes dans la société du revenu minimum pour tout le monde. Il y a eu le million d'emplois de société de rêve. C'est tout le monde au SMIC, ou alors au RSA, c'est encore mieux. Alors Alain Duhamel qui levait les yeux au ciel en entendant qu'il ne fallait plus de milliardaires. Non, mais de riches. Moi, j'ai pas de sympathie ou d'affinité particulière pour les milliardaires. Moi, ce que je dis, c'est que qu'il y ait pour la France des très grandes entreprises de dimension internationale, je trouve que c'est une chance. Bon, maintenant, il faut distinguer ce qui est le patrimoine privé, qui peut tout à fait faire l'objet, effectivement. Est-ce que je peux continuer? Est-ce que je peux continuer ma phrase jusqu'au bout? Alain Duhamel. Bon. Chacun a le droit de s'exprimer. Oui, tout le monde se coupe aussi. Ah non. Allez-y. J'ai tendance moi-même à couper un peu la parole, vous avez raison. Alors allez-y. Ce que je disais, c'est que moi, je suis tout à fait d'accord. Par exemple, d'abord, je me méfie terriblement des bulles, puisqu'en général, ça se retourne contre tout le monde, comme ça a été le cas, par exemple, en 2008. Et que la population le paie pendant 10 ans, avant de retrouver le même niveau de vie. Donc, je considère que cette situation actuelle est extrêmement dangereuse. D'autre part, je reconnais tout à fait que ce qui s'est passé pendant toute cette période est absurde dans son fondement, et donc il doit y avoir des réponses. Il doit y avoir des réponses, évidemment, en ce qui concerne les grandes entreprises qui ne paient pas ce qu'elles devraient payer. Bon, et c'est vrai notamment des GAFA, mais c'est vrai de beaucoup d'entreprises. Il s'agit des États qui, y compris en Europe pour certains d'entre eux, facilitent les spéculations et facilitent l'évasion fiscale, et donc qui est de ce point de vue des mesures fiscales spécifiques adaptées à une période spécifique, adaptée à une période spécifique. Voilà, moi, je suis tout à fait pour. Fatima Bennomar. En tout cas, ce dont je parle, ça dure depuis des décennies. J'ai cité des vieux exemples, mais juste quand vous dites qu'il faut séparer les richesses de l'entreprise de celles des grands patrons et des milliardaires, est-ce que eux le font? Est-ce que eux, parce que moi, je veux bien qu'il y ait des entreprises qui fassent beaucoup de bénéfices et qui répartissent égalitaire, de manière pour le moins équitable, on va dire. Non, mais équitable, parfois ils l'entendent mal. Ils pensent que vraiment ils fournissent 1000 fois ou 10 000 fois plus d'efforts que le salarié de la base. Mais est-ce que eux, ils font cette différence quand on voit comment ils se servent dans les bénéfices, les marges de bénéfices de leurs entreprises, en dividendes, en salaire, en parachute doré, etc., etc. Eux, ils ne font pas ces distinctions. Pierre Jacquemin. Lydia Guirous nous a sorti le discours traditionnel de la droite qui consiste à dire dès qu'on va taxer, ça y est, les riches vont partir. Sauf que, pardon, mais la DGFiP, c'est quand même pas un organe de la gauche radicale. La Direction générale des finances publiques, entre 1997 et 2017, au moment où on supprime l'ISF, a montré que 0,2% à 0,3% des personnes assujetties à l'ISF avaient quitté la France. Sur les 42 milliardaires français, il y en a 8 qui sont partis à l'étranger. Donc on ne peut pas dire que le pays qui taxe le plus au monde fasse fuir les riches aujourd'hui. Mais moi, je trouve absolument choquant. Et on a beau avoir des désaccords politiques, que vous caricaturiez la proposition qui a été faite. Elle a fait une proposition qui était... Non, mais je trouve choquant quand on dit laissez-moi finir. Elle dit pas il faut aligner tout le monde au SMIC. Elle dit il y a une possibilité quand même qui serait de faire en sorte que les écarts de salaire ne soient pas de 1 à 20. Justement, c'est intéressant. C'est ça qui est quand même possible. Il y a une population qui est en train de se paupériser. Il y a 10 millions de pauvres aujourd'hui dans le pays. On parle de 42 milliardaires aujourd'hui qui pèsent plus de un tiers du budget de la France. Ça ne vous choque pas. Oui, mais alors attendez. Parce que Pierre, pardon, Lydia Guirous, Pierre Jacquemin, Fatima Bennomar, c'est intéressant cette proposition que vous faites justement de plafonner un certain nombre de fois les salaires des dirigeants. Sauf que ça n'existe nulle part. Aucun pays n'a plafonné les salaires de ses dirigeants. En revanche, que l'on essaye de faire en sorte par la redistribution, par l'impôt, comme le disait Alain Duhamel, qu'il y ait des outils de redistribution, oui. Mais si vous mettez dans un monde qui aujourd'hui est mondialisé de manière économique et financière des plafonnements ou des taxes supplémentaires, vous aboutirez quand même à des transferts de capitaux dans des pays qui sont de manière tout à fait légale, détenteurs de meilleures dispositions fiscales que la France au sein même de l'Europe. Et vous ne ferez qu'accentuer ce que vous dénoncez aujourd'hui. Les féministes, le 24 avril, on avait fait une action justement en hommage aux victimes du Rana Plaza qui sont morts sous les décombres au Bangladesh parce que les grosses entreprises françaises et occidentales allaient faire fabriquer leurs vêtements là-bas. Donc quoi qu'il en soit, ça n'empêche pas. Et qui permet d'être acheté par des personnes qui ont des revenus beaucoup plus modestes. Nous serons les premiers à le faire. Mais de toute façon, si on avait copié un autre pays, il aurait été... Si on avait copié un pays, il aurait
aurait été le premier à le faire. Donc il faut bien que quelqu'un commence, mais vous ne voulez pas être un petit peu avec du bon cocorico dans le monde. Je pense que le slogan « pas un salaire, pas un 20, c'est l'échelle maximum », et ça c'est un slogan. C'est les entreprises publiques, oui. Voilà, vous l'avez souligné. Dans le privé, c'est une utopie, et qu'est-ce qui se passera in fine? C'est que vous n'aurez pas les meilleurs dirigeants qui viendront en France pour diriger les entreprises, parce qu'il y a aussi un marché de ces dirigeants-là qui est international, avec une compétition internationale, et on aura les moins bons managers et leaders d'entreprise. C'est aussi une réalité. La France n'est pas isolée. Elle est dans un monde qui est globalisé, qui est mondialisé, et cette compétition, il faut aussi qu'on puisse y faire face en sortant de ces discours utopiques qui sont dans le slogan, qui sont juste là pour plaire. J'ai quand même eu un temps de parole des plus limités. Ces leaders qui seraient insatisfaits de gagner 20 fois plus que leurs salariés de base. Je pense que cette vision-là, en fait, n'amène qu'une chose, c'est la misère pour tous. C'est terminé. Prise de parole de Pierre Jacquemin. Les riches doivent payer la facture Covid. On y va pour voir ce que vous en pensez. Il me semble voir la ligne de fracture. Fatima Benomar. Oui, absolument d'accord. Et un patron qui refuse et qui s'enfuirait si on le paye à peine 20 fois plus que le salarié de la base, c'est qu'on peut trouver un meilleur patron avec une meilleure éthique. Convaincu. Alain Duhamel. Mais moi, j'étais assez convaincu parce que vous le disiez de façon claire, tempérée. Et donc j'avais envie. Quand je vous ai écouté, je me suis dit, alors là, on est dans du film. On en rajoute tellement que ça n'a plus de sens. Donc, non. J'essaie qui en rajoutent et qui n'ont plus de sens. C'est moi qui m'explique, là. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Oui. Bon, j'essaye d'oublier l'alliance pour revenir au propos, et donc je suis d'accord. Alors, finalement convaincu, voilà, en reprenant le propos initial. J'étais convaincu avant, si je peux me permettre. Lydia Guirous. Tel que présenté, je trouve que ça relève un peu du populisme, et que les utopies et les slogans qui ont été exposés n'amèneront qu'à un effondrement de la France. Donc je ne suis pas convaincue. Ça, c'est un propos mesuré. Et on va terminer, non, on va pas terminer, on va continuer, enchaîner, j'ai tourné une feuille de trop, avec Fatima Benomar, militante féministe. Le procès de Nordal Lelandais devant les assises de Savoie. Il est jugé pour le meurtre du caporal Noyer. Nordal Lelandais sera jugé l'an prochain sûrement pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys. C'est devant la cour où il a été décrit comme un monstre, un pervers, un violent, avec ses ex-compagnes, ex-partenaires qui ont dressé le portrait terrible d'un homme. Et vous dites aujourd'hui, avec ce procès de Nordal Lelandais, Fatima Benomar, on voit de nouveau la faillite du suivi judiciaire. C'est parti, vous avez 90 secondes. Absolument. C'est vrai que quand on voit en fait ce qui se passe dans ce procès, on pourrait se dire qu'on aurait peut-être pu sauver la petite Maëlys si on avait entendu les préconisations des militantes féministes. Je vais parler de l'une des ex de Nordal Lelandais qui est restée 2 ans avec lui. Elle décide de le quitter en 2016. Comme c'est souvent le cas, c'est au moment où les femmes décident de partir qu'elles s'exposent aux plus grosses violences conjugales. Quand elle va chercher ses affaires chez lui, elle a droit à une grosse claque. Elle s'enfuit vers la gendarmerie, il la poursuit. Il vient chez elle la nuit, l'espionne, la menace de mort. Il la course avec une tronçonneuse dans un bois. Elle se rend 1 fois, 2 fois, 3 fois à la gendarmerie. À chaque fois, on refuse sa plainte, ce qui est interdit, mais qui est encore malheureusement très courant. En juillet 2017, il lui fonce dessus avec sa voiture. C'est la 4e fois qu'elle se rend à la gendarmerie. On refuse de prendre sa plainte. On lui demande d'arrêter de le provoquer. Elle insiste et ils finissent finalement par prendre sa plainte. Il n'y a aucune enquête. 1 mois à peine plus tard, le 27 août, Nordal Lelandais enlevait Maëlys. La plainte a été transmise au procureur qu'encore 1 mois plus tard, en septembre. C'est un scénario malheureusement banal. Selon l'inspection générale de la justice, près de 50% des féminicides, pour ne parler que de ces cas, se font au moment de la séparation. La durée moyenne de l'instruction est de 17 mois, contre 2 semaines en Espagne où il y a des tribunaux spécialisés. Dans 41% des cas de féminicide, les femmes avaient porté plainte. Dans 80%, ces plaintes avaient été classées sans suite. Les enquêtes sont rares. Souvent, les accusés ne sont même pas auditionnés. Les témoins ne le sont presque jamais. Aujourd'hui, on est le 127e jour de l'année. Il y a déjà eu 37 féminicides, soit un tous les moins de 3 jours et demi. Lydia Guirous, faillite du suivi judiciaire. Alors ce qui vient d'être décrit est absolument dramatique, et évidemment cette femme qui a tenté de porter plainte plusieurs fois apparemment sans que sa plainte ne soit reçue, c'est un scandale absolu. Je ne connais pas très bien l'affaire de Nordal Lelandais, mais si c'est avéré, oui, en effet, je suis
Je ne comprends pas très bien pourquoi les policiers ont failli à ce point et n'ont pas pris la plainte et n'ont pas arrêté, ne sont pas intervenus pour arrêter Nordane Lelandais. Et on a vu malheureusement que ça aboutit sur la mort de la petite Maëlys. Et c'est court. Alain Duhamel. C'est difficile d'avoir un débat sur ce sujet parce que je vois pas très bien qui pourrait prendre position en sens opposé. À partir du moment où il y a effectivement une femme qui subit une persécution matérielle, qui met sa vie en risque à plusieurs reprises, où elle essaye de le faire reconnaître, accepter par ses interlocuteurs. Je ne sais pas s'ils sont des policiers ou des gendarmes, je ne suis pas spécialiste, mais de toute façon c'est répréhensible. À partir de ce moment-là, on ne peut que souligner que c'est une énorme défaillance et que ça demande évidemment des réponses sûrement plus ambitieuses et rigoureuses que celles qui ont été imaginées depuis. Donc je vois pas très bien comment on peut... moi j'imagine mal... Ça fait des décennies qu'on en parle. Tous les 25 novembre, les féministes manifestent pour ça. Et la discussion continuera. Ce que je veux dire, c'est que sur une affaire de ce genre, je ne vois pas comment on peut ne pas s'indigner, évidemment, et ne pas demander effectivement des changements dans la procédure, dans les comportements, dans l'accueil qui est fait, dans la façon d'accompagner les femmes qui sont en péril. Ça me paraît évident. Pour moi, c'est même pas un sujet de débat. C'est une évidence. Pierre Jacquemin. Le sujet de débat, il est sur la question de la justice et on voit... elle est insuffisante, là. Elle est défaillante. Elle est largement insuffisante et je pense que les personnels, que ce soit les magistrats, les avocats, tout le monde alerte sur le fait que notamment les dossiers de procédure criminelle sont très longs. Et c'est aussi la question des délais qui sont posés. Là, à travers cette affaire Maëlys, de Nordane Lelandais, c'est surtout la question des délais. Et c'est ça que disent les avocats. Aujourd'hui, il y a même beaucoup d'avocats qui expliquent qu'effectivement, si ce dossier avait été pris avec des délais beaucoup plus resserrés, si les magistrats avaient eu les moyens de lancer des enquêtes beaucoup plus poussées, beaucoup plus systématiques, sans doute, peut-être, effectivement, une vie aurait été sauvée. C'est toujours dramatique de le dire comme ça, parce qu'il y a des familles qui sont derrière et que des familles attendent des procès et elles attendent surtout des explications. Et je pense que là, il y a un sujet véritablement qui est lié à la justice, le fonctionnement de la justice et l'absence de moyens, parce que d'un côté comme de l'autre, on voit les avocats qui dénoncent le fait que les magistrats interviennent de manière trop tardive. Les magistrats disent qu'ils n'ont pas les moyens ni humains, ni financiers, ni d'enquêteurs pour pouvoir intervenir. Et donc, du coup, c'est véritablement un problème de la justice. Il faut se rappeler quand même que le budget de la justice en France est un des budgets les moins conséquents à l'Union européenne. Alors certes, aujourd'hui, on nous explique que le budget a augmenté de 8 milliards, etc., et que c'est très bien que ça aille dans ce sens-là, mais sans doute faut-il aller encore beaucoup plus loin pour donner les moyens aux magistrats de mener les enquêtes nécessaires dès qu'il y a une disparition qui apparaît, que les enquêtes puissent se poursuivre sans que ça s'arrête. Et accessoirement, ça n'est pas le facteur principal, mais c'est un facteur qui existe. Il faut une modernisation des procédures dans les commissariats et là où sont les gendarmes, parce que c'est un des éléments qui est absurde, qui est disproportionné à la gravité de ce qui se passe, mais c'est que les procédures sont tellement lentes, alors que maintenant il y a tous les moyens de les raccourcir, que c'est une incitation à ne pas écouter celles qui viennent dire une vérité. En fait, et donc c'est un système absurde. De même qu'il faut que les instructions commencent plus vite, et de même qu'il faut que les jugements arrivent plus tôt. Alors en ce qui concerne les jugements, on est en train de prendre des mesures qui n'ont pas été prises depuis des décennies pour raccourcir les délais. En ce qui concerne les moyens de la justice, ils augmentent, mais on a un retard tellement considérable qu'il faudra, là aussi, une décennie ou deux pour arriver vraiment à un bon niveau. Mais il y a une chose qui, en tout cas, est possible de faire vite, et même instantanément, c'est de donner des instructions telles que, quand une femme a quelque chose à déposer, elle soit entendue. Et ça, c'est possible. En fait, ce qui est assez dramatique, c'est que ça a l'air très consensuel sur ce plateau, alors que ce sont des revendications que l'on porte depuis des décennies, en militant et en manifestant tous les 25 novembre. On avait fait une liste de revendications extrêmement précises quand on avait fait les 2 grandes marches, nous toutes, en 2018 et en 2019. On n'avait été ni reçus, ni auditionnés, ni comprises. Le Grenelle n'avait même pas repris absolument toutes nos revendications, et notamment celle des moyens. Nous, on demandait 1 milliard contre les violences faites aux femmes qui auraient pu, entre autres, donner des moyens à la justice. Voilà, alors que l'Espagne compte moins de ressortissants. Et 3 milliards, France, ils ont mis. Et on nous les a jamais lâchés, presque de manière dogmatique. D'ailleurs, quand il y a eu une explosion des violences conjugales pendant le premier confinement, il y a eu toute une communication gouvernementale. Il y avait des milliards qui étaient débloqués sur tout un tas de secteurs à ce moment-là. Et on a toujours refusé. Donc la violence faite aux femmes est sous-traitée malgré les Grenelles, malgré les rencontres, les tables rondes, la les grande conférences. cause nationale. Il y a un espèce de
gimmick du côté du gouvernement qui ne veut octroyer à la question de la lutte contre les violences faites aux femmes que de la com. Et donc, c'est comme ça qu'on en arrive à un chiffre de féminicide qui ne diffère pas des années précédentes. C'est quelque chose d'assez récurrent. En réalité, souvent, les gouvernements de gauche et puis centristes, parce que ça fait longtemps qu'il n'y a pas de gouvernement de droite, je trouve instrumentalisent parfois la cause des femmes et cette question en faisant soit un Grenelle. C'est ce qu'a fait Mme Schiappa, en faisant travailler les associations pendant plusieurs mois. Réunir les associations, se retrouver, discuter, débattre, ça ne fait pas forcément concrètement avancer les choses. Et je trouve qu'il y a souvent une instrumentalisation de la cause des femmes, de la lutte contre les violences faites aux femmes à des fins de communication politique. Et le sujet est si grave que je trouve que c'est parfois coupable de faire ce genre de choses. Il y a des moyens qui doivent aussi être mis sur la formation de la police et des gendarmes pour mieux accueillir les femmes qui sont victimes de violences conjugales et qui signalent des comportements qui sont violents à leur endroit. La formation est vraiment très importante parce que vous avez encore malheureusement certains qui ne veulent pas prendre ces plaintes. La prise de position de Fatima Bennomar a fait consensus, il me semble. On va vérifier, mais vraiment pour la forme. Norda Lelandais, jugé pour le meurtre du caporal Noyer, mais on a entendu à la barre ses ex-compagnes témoigner. De nouveau, faillite du suivi judiciaire, Alain Duhamel. Je pense que c'est toute une série d'échecs et que, moi, dans mon esprit, il n'y a pas de discussion possible. Donc, Oui, convaincu. Oui, convaincu, il n'y a pas de débat sur la question. On a une justice submergée, donc oui, forcément, à un moment donné, il y a des failles et c'en est une. Eh bien, ça doit de nouveau surtout interpeller, interroger et faire bouger les choses. On va terminer avec Alain Duhamel, éditorialiste politique. On entre dans la phase de célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. Cérémonie qui sera d'ailleurs à suivre en direct sur BFM TV demain dès 16h. Mais l'Élysée a dit commémorer n'est pas célébrer. On sent bien qu'on cherche à déminer la polémique. En Russie, Napoléon est entré dans l'histoire. Je vous laisse rouvrir vos livres et trouver pourquoi. Mais aujourd'hui encore, même des habitants en Russie tiennent à chercher quel pourrait être leur lien avec Napoléon. В моем представлении на сегодняшний день Наполеон – это, конечно, романтический герой. И, конечно, можно удивляться и восторгаться его именно качествами мыслителя, качествами стратега, качествами человека, который не просто делал какие-то планы, который тут же воплощал их на практике. Alors, vous voyez, là-bas on pense à l'histoire, mais il y avait un autre témoignage d'une habitante russe qui avait trouvé qu'elle avait un lien avec l'un des soldats de l'armée napoléonienne lors de la retraite du Russie. Mais je vous laisserai découvrir ça demain dans les différents reportages de BFM TV. Ce n'était peut-être pas un lien volontaire. Qui sait? On ne peut pas réécrire l'histoire, mon cher Alain Duhamel. Mais vous dites aujourd'hui, il faut commémorer Napoléon. Allons-y, malgré la polémique. 90 secondes, c'est pour vous. Ça me paraît presque une évidence parce que Napoléon, c'est d'abord le mythe politique français numéro 1. Ensuite, c'est une légende avec ce qu'une légende veut dire, c'est-à-dire une part de vérité et une part de fantasme. C'est le personnage historique français le plus célèbre, pas simplement en France. Vous parliez à l'instant de la Russie. Ce qui est frappant, c'est que Napoléon, non seulement suscite une littérature inégalable pour un autre personnage. Une littérature inégalable. Il n'y a que la Bible ou des choses de ce genre qui peuvent s'y comparer dans tous les pays, mais qu'il a des admirateurs et des partisans, y compris dans des pays qui étaient des adversaires. C'est vrai en Russie, c'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Italie, où il est très populaire, et c'est même vrai en Grande-Bretagne, qui était pourtant l'adversaire numéro 1. Moi, ce que je crois, c'est que quand on a un personnage comme ça, on ne va pas l'escamoter, évidemment. Simplement, effectivement, il faut commémorer sans aduler. C'est-à-dire qu'il doit y avoir, je pense, deux principes à respecter. D'une part, celui de la vérité historique. Et la vérité historique, elle peut être sévère. Et il y a beaucoup de choses, si on en parle dans le débat, je suis tout à fait prêt à les reconnaître et même à les détailler, qu'on peut reprocher à Napoléon. Donc, on a le droit d'être sévère. Et en même temps, on a le droit de rêver, parce que c'est une partie aussi
d'une légende, certainement d'un récit sans doute, et en tout cas d'un roman national, et que tous les peuples, sans exception, ont besoin de rêver et d'admirer. Fatima Benomar. Alors moi je veux bien commencer la commémoration. Je pense que très peu de femmes françaises savent à quel point ça a été un très brutal enterrement de tous leurs droits au moment où il y a eu le code civil napoléonien, et que je pense même qu'on peut parler d'une mise en esclavage de la moitié de la population. Donc elles avaient grappillé des droits, notamment même si pendant la Révolution on les avait privées des droits politiques, mais là il y a eu l'abolition totale de tout, la capacité civile, l'égalité dans le mariage, la succession. Donc c'est à ce moment-là elles ont eu l'un des pires statuts d'Europe. Souvent, on dit oui, mais c'est l'époque. Pas du tout. À ce moment-là, les Anglaises, les Allemandes, les Suédoises, les Américaines jouissaient d'un minimum de droits. Lui, ça a été la totale subordination. La femme doit obéissance au mari, jugé souverain et absolu. À quoi il rajoute qu'il importe, dans un siècle où les femmes oublient le sentiment de leur infériorité, parce que juste avant, elles avaient eu grappillé quelques droits avec la Révolution, de leur rappeler la soumission qu'elles doivent à l'homme, arbitre de leur destinée. Et donc, à ce moment-là, donc elles perdent effectivement leur nationalité, ne choisissent pas le domicile conjugal. Ils sont ramenés par la force publique si elles le quittent. Les hommes sont autorisés à les frapper. Elle ne peut pas refuser un rapport sexuel. Le code civil, c'est l'incapacité civile totale. Ne peut plus disposer de biens, ne peut plus travailler ni étudier sans l'autorisation de son mari jusqu'à ce qu'on va trimballer jusqu'en 1967. Tous les salaires sont versés au mari. Elle n'a pas le droit de s'inscrire à la fac. Elle ne peut pas se faire soigner. Elle ne peut pas passer un examen. Elle ne peut pas avoir un passeport. Et donc il y a quelque chose de bien chez Napoléon. Et bien entendu, il y a eu le fameux crime passionnel qui a été autorisé par ce qu'on appelle l'article rouge, l'article 324. L'homme est autorisé. Donc rien à sauver chez Napoléon. C'était un enterrement de première classe de tout ce qu'elle pouvait avoir. Mais la Révolution avait aussi un peu amélioré la question des adultérins, des filles mères, des maîtresses, des filles qui avaient été séduites, violées, abandonnées, qui n'avaient plus aucun droit. Et donc il y a eu tout simplement je commémore. Je dis pas qu'il y avait eu que des aspects négatifs, mais sur la question des droits des femmes, il faut rappeler que ce n'est pas parce qu'à ce moment-là, tout le monde pensait ça, qu'il y avait eu un progrès dans les droits des femmes et qu'il leur a donné un arrêt des plus brutales. Là, j'ai pas eu le temps de tout dire, mais Mathilde Larère, qui est historienne, je crois que qu'est-ce que ça a été? Bon, alors, s'il s'agit de dire que sous Napoléon, il y a eu une régression en ce qui concerne le statut des femmes spectaculaire par rapport à la Révolution, c'est la vérité, donc je ne vais pas la discuter. Il faut aussi comparer ce qui est comparable avec d'autres pays au même moment. C'est-à-dire que, par exemple, en ce qui concerne le divorce, c'est vrai que Napoléon a fait mettre en œuvre une politique beaucoup plus restrictive et surtout beaucoup plus inégalitaire en matière de divorce. Reste qu'il y avait toute une série de divorces qui demeuraient possibles, ce qui était loin d'être le cas dans l'ensemble du monde à cette époque-là. Mais oui, Napoléon a été régressif en ce qui concerne les femmes. Je ne dis pas le contraire, il a été régressif en ce qui concerne les femmes sur un plan législatif, il l'a même été sur un plan personnel. Donc là-dessus, je ne vais pas prendre sa défense. Mais est-ce que ce sera rappelé? Parce que ce sera sûrement lu par des... Mais voilà, parce que demain, dans ces commémorations qui vont commencer... J'espère... Est-ce que ça va être... J'espère dans mes petites 90 secondes avoir été assez clair là-dessus. Je pense que, en tout cas moi j'attends demain, c'est à la fois que on rappelle la part historique qui est évidente de Napoléon, ça a été l'apogée française, c'est comme ça, donc il ne faut pas faire semblant de l'oublier, et en même temps que bien entendu on le traite comme on doit le traiter avec les moyens de l'histoire contemporaine, c'est-à-dire en relevant tout ce qu'on peut lui reprocher. Enfin, on ne va pas faire tout ce qu'on peut, parce qu'autrement il faudrait un discours qui durerait des heures, il faudrait un discours à la Castro, mais il doit y avoir la part du génie et il doit y avoir... mais si. Oui, non, bien sûr. Non, j'entends votre point de vue, mais sur Napoléon, c'est plutôt géographique en général. Et il doit y avoir la part des fautes, des erreurs, et même en ce qui concerne l'esclavage, des crimes. Mais les deux existent. De toute façon, Napoléon, c'était une évidence. Bien sûr. Napoléon, c'est un héros au sens antique du mot, bien entendu. Ça n'est pas un saint, personne ne peut le soutenir. Bien sûr, mais moi, le petit souvenir que j'ai de mon livre d'histoire à l'école, c'était plutôt géographique, ce qu'on me disait sur Napoléon. Et j'ai l'impression que ça allait quand même à 80% encore. Lydia Guirous. Alors, aucun homme n'a que de bons aspects, et encore moins les grands leaders. Oui, sauf vous, évidemment, Olivier Marchal, bien sûr. Et on a besoin, les Français ont besoin de rêver, ont besoin d'avoir des grandes figures historiques. Et je crois qu'à un moment, il faut cesser de céder à ce culte de
une forme de repentance, de cancel culture aussi, qui voudrait que chaque personnage historique, il faut le salir, le déboulonner et mettre surtout en avant toujours que les aspects les plus négatifs de son parcours, de sa personnalité. Alors Gauguin, on ne doit plus trouver que c'est un immense artiste qui a produit des chefs-d'œuvre parce qu'il y avait certains aspects de sa vie qui n'allaient pas avec une lecture contemporaine. Colbert, idem, maintenant Napoléon. Et donc on n'a plus le droit de rêver, on n'a plus le droit d'une certaine manière d'être fier de cette histoire française. Vous avez parlé de roman national. Moi je crois que certes il faut rappeler certains aspects, mais très rapidement il ne faut pas non plus s'éterniser sur les aspects négatifs de personnalités telles que Napoléon qui ont structuré la France et l'histoire de France ayant fait rêver énormément d'enfants, filles et garçons. Comme quoi le rêve est C'est pas une idéologique fake quand news, même. Napoléon. Lydia Guérouz, comme quoi le rêve est idéologique, parce que vous nous appelez au rêve là tout de suite à l'utopie tout à l'heure que vous l'énoncez. C'est pas l'utopie, Et Napoléon, en même temps, les commémorations de la Commune de Paris, par exemple, les membres de la majorité à laquelle vous avez appartenu à Paris, notamment, se sont opposés aux commémorations de la Commune de Paris. Donc, bon, le rêve, il est en chacun de manière assez différenciée. Mais sur les commémorations, ce qui m'intéresse, c'est le débat que va susciter ces commémorations. Et effectivement, ce qui m'intéresse, c'est non pas tant l'appropriation ou l'interprétation, voire l'instrumentalisation du politique sur ce qu'a été l'époque napoléonienne, que l'héritage qu'a laissé Napoléon. C'est ça qui doit être affronté aujourd'hui de face par les historiens notamment. Et effectivement, vous citiez Mathilde Larère qui a fait un travail énorme, et ça a été dit sur la question du féminisme notamment, où les droits des femmes ont été absolument bafoués, et c'est un héritage qu'il faut aujourd'hui révéler, dire, parce qu'effectivement j'ai les mêmes souvenirs que vous des cours d'histoire au collège et au lycée, où la figure de Napoléon était la grande figure parce que c'était la France impérialiste, parce qu'on avait découvert une France au-delà de ses frontières qui pouvait aller chercher au-delà, et c'était la France coloniale telle qu'on a pu la valoriser. Et cet héritage-là, c'est cet héritage-là, moi, qui m'intéresse d'interroger. Quelle trace ça a laissé aujourd'hui dans les sociétés d'aujourd'hui? Quelle trace ça a laissé? Parce qu'il ne faut pas oublier que, quand même, l'époque coloniale, le fait qu'il ait remis à l'ordre du jour l'esclavage, c'est quand même un crime. C'est un crime, c'est un héritage de Napoléon, et c'est ça qu'on doit interroger aujourd'hui. Plus que l'empereur, c'est que le monde le rêve. Attendez. Ce qui est sûr, c'est que dans les manuels scolaires tels qu'ils existaient jusqu'à une période récente, c'était encore plus vrai du primaire que du secondaire, et du secondaire que du supérieur, mais jusqu'à une période récente, c'était l'héritage direct de l'historiographie républicaine qui a été élaborée pour l'essentiel sous la Troisième République, mais pour l'essentiel pendant l'entre-deux-guerres, dans le sillon de la Première Guerre mondiale et de la victoire. Aujourd'hui, on n'en est plus là du tout. Et en particulier au plan universitaire et historiographique, tout le monde a les yeux ouverts. Et moi, ce que j'attends demain, c'est qu'il y ait à la fois les accents de lyrisme nécessaires pour celui qui a été le personnage le plus marquant de l'histoire de France, et en même temps, bien sûr, la reconnaissance non seulement de ses insuffisances, mais des régressions, des dangers, etc. Écoutez, moi je fais le pari. Pas de manière équivalente. Moi je fais le pari. Je pense qu'il y aura les deux dimensions. Et en tout cas, j'ai une certitude, c'est que c'est ce que je souhaite. On écoutera les discours. Il nous reste 1 minute pour conclure. On y va. Il faut commémorer Napoléon, Lydia Guérouz. Oui, il faut commémorer Napoléon et le commémorer en rappelant les plus beaux aspects, en rappelant ce qu'il nous a légué, et très rapidement, j'ai envie de dire, et de laisser le débat aux historiens sur les autres aspects. On commémore ou pas? J'ai un problème sur la question, parce que j'ai moins envie de commémorer Napoléon que l'ère qu'il a traversé, que l'empire qu'il a constitué, que la figure de Napoléon. C'est peut-être un héros du passé. Mais la personne que vous avez tout à l'heure enregistrée, qui était la personne russe, disait c'est un héros romantique, et c'est vrai qu'il est le plus grand auteur français. D'autres, Stendhal, Hugo, Balzac. On pouvait très bien dire qu'en 2021, on n'a plus à commémorer Napoléon. Un problème. La figure de Napoléon, je ne vois pas qu'on la convaincu, donc. Non. Allez, pas convaincu. Bien sûr qu'on va le commémorer, on ne va pas le laisser s'en sortir comme ça. Et je pense qu'il aurait fait rêver absolument autrement si on avait expliqué aux petites filles le sort qu'il leur avait réservé à ce moment-là. Et juste, le mauvais petit côté de Gauguin, c'est qu'il épousait et violait des gamines dans les dom-toms au calme. Oui. Demain, retour de 120% News et de Qui va vous convaincre. Les commémorations de Napoléon sera en direct sur BFM TV. Dans un instant, retour sur le procès de Nordal-Lelandais. Suite des audiences. Portrait d'un monstre, c'est des zooms avec Aurélie Casse. Bonne soirée sur BFM TV.